Donc bon, j'ai fait la présentation en 4 tiers, mais là elle apparaît un peu déformée, je pense que ça ne gênera pas pour la compréhension. Donc bonjour à tous, donc Adrien Loher, je vais vous présenter, je vais vous parler de SeedStack, une stack de développement complète faite chez PSA Peugeot Citroën. Donc je vais commencer par l'historique rapide. Donc c'est une stack qu'on a commencé en fin 2012 et qui a été développée en interne chez PSA sur les 2 dernières années et qui a été open sourcée récemment cette année en juillet. Voilà. Donc cette stack a été faite par une équipe qui avait plus d'une dizaine d'années d'expérience avec les frameworks, soit des frameworks custom divers et variés qu'on avait chez PSA, soit l'utilisation et l'enrichissement de frameworks open source, principalement Spring. Voilà. Donc notre but avec cette stack, c'était de construire une stack de développement commune pour l'ensemble de l'entreprise, donc qui soit partagée avec toutes les entités métiers, donc les applications de fabrication, de logistique, de finance, etc. Donc d'avoir une stack qui soit commune mais qui soit extensible pour permettre d'ajouter des nouveaux, de développer des nouveaux besoins et d'intégrer des spécificités liées à ces différentes entités métiers. Et surtout de faciliter la réutilisation du code entre les entités. Alors soit du code technique, c'est-à-dire que nous on écrivait en centrale et qui ensuite devait être utilisé par un grand nombre de projets, soit du code plus fonctionnel et plus local qui pouvait être réutilisé par exemple au sein d'une même entité métier. Voilà. Donc pour mener à bien ce projet, donc on a une petite équipe dont l'équipe principale est chez PSA Peugeot Citroën, à Poissy et dans l'Est aussi, près de Belfort, à Bessancourt. Et on a quelques membres aussi qui sont à différents endroits, mais principalement c'est des anciens membres de l'équipe principale. Donc pour l'instant la communauté est quelque chose qu'on espère voir se former et qui n'est pas encore tout à fait, on va dire, très nombreuse. Alors, on a un site web, donc vous pouvez aller consulter pour la documentation, la mise en œuvre, les getting started, etc. Enfin, toutes les ressources nécessaires pour utiliser cette stack. Et une organisation GitHub qui héberge l'intégralité des repos du code source de la stack. Voilà. On a un compte Twitter aussi et vous pouvez nous rencontrer sur le chan SeedStack sur l'IRC si vous avez des questions en particulier. Donc en particulier sur cette présentation, je vais vous montrer quelques exemples de code qui sont faits avec la stack et si vous voulez, vous pouvez cloner ce repo GitHub pour récupérer le code source et le tester soit maintenant, soit plus tard. Mais il y a des exemples un peu plus complets sur ce repo. Donc avant d'entrer un peu dans les détails de la stack, je voudrais détailler un peu ces valeurs, en fait, les valeurs qui sont portées par cette stack. Et la première, c'est l'opinion, c'est-à-dire qu'il y a une grande part d'opinion dans la stack. C'est pas juste une boîte à outils qui va vous servir à facilement, faire des WebSockets ou des choses comme ça. C'est plutôt une architecture de référence, y compris avec les technologies et des choix que nous avons faits pour l'ensemble des projets qui adhèrent à cette stack. Donc il y a pas mal d'opinions, mais il y a également une modularité qui permet vraiment de l'étendre. Donc même s'il y a de l'opinion, vous allez pouvoir aller plugger vos différents besoins et vos différentes spécificités dans cette stack sous forme de modules et d'add-ons qu'on verra par la suite. Donc on a pas mal de composants et chacun fait qu'une seule chose. On n'a pas des composants spaghetti qui font tout, on a vraiment beaucoup de composants différents. On a une 50aine de repositories sur l'organisation GitHub qui reflètent bien cette modularité et cette architecture en plugin. Et le corollaire de cette modularité, c'est l'extensibilité, c'est-à-dire qu'en fait, chaque composant est construit avec la possibilité d'être étendu et de fournir des API et des SPI exprès pour pouvoir l'étendre au-delà des cas d'utilisation qui sont prévus à la base. Donc cette stack est composée principalement de 3 frameworks, on va dire.
de trois grandes parties. Une partie Java qui va vous permettre de construire des back-ends en Java. Une partie web qui va vous permettre de construire des applications web dans le navigateur, donc des single page applications, qui est indépendante de la partie Java, mais qui a des synergies avec, donc qui peut fonctionner de façon très facile avec le back-end. Il y a une partie complémentaire qui est le business framework, en fait, qui va lui venir plutôt cadrer la création du code métier et le design et le développement du code métier. Il est basé sur une approche de type DDD, enfin sur le DDD et une implémentation de l'approche DDD sous forme de blocs de construction. Donc je vais vous les présenter au fur et à mesure et je vais commencer donc par la partie Java. Donc la partie Java, c'est une architecture à plugins. Donc dans l'esprit mode de modularité que j'évoquais tout à l'heure. Donc en fait vous avez un noyau plus un ensemble de plugins qui vont vous initialiser une application et initialiser toutes les technologies nécessaires pour démarrer l'application. Donc ça nous permet de créer un plugin et un module qui va avec par thème, par périmètre technologique, on va dire. Et c'est un modèle qui est vraiment scalable. C'est-à-dire qu'on peut aller de quelques modules dans une appli toute simple à une dizaine, une vingtaine de modules dans des applis très riches. Non pas que ce soit souhaitable de mettre le plus de modules possible dans une appli, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut scaler beaucoup. Et donc cette architecture, en fait, elle va permettre l'initialisation de l'application et de créer un injecteur Juice qui sera global pour l'application, qui va vous permettre d'obtenir de l'injection de dépendances et de l'IOC pour votre application. Vous avez également un principe de configuration unifiée où l'ensemble des modules qui constituent votre application leurs configurations vont être mergées et vous allez avoir une configuration unique pour toute l'application. Donc tout ça, ça se fait au travers de 3 phases de démarrage. Vous avez la découverte des plugins dans un premier temps, ensuite une phase de scan du ClassPath qui va vous permettre de détecter les structures de code et les différentes technologies qui sont dans votre app. Et ensuite, ça va mener à l'initialisation. Donc je vais vous montrer rapidement un exemple de plugin. Alors malheureusement, on ne voit pas très bien les parties claires. Mais donc en fait ici vous avez un plugin assez minimaliste dont le job est de détecter les classes qui sont annotées par une annotation qu'on a créée pour l'occasion. Donc tout ça c'est dans l'exemple, enfin dans le repo d'exemple dont je vous parlais tout à l'heure. Ça sera plus facile à comprendre, mais en tout cas on a créé une annotation et on veut que chaque classe qui soit annotée par cette annotation, elle puisse être injectable dans les autres classes ou dans des classes du même type. Et donc en fait, ce plugin, son job, ça va être simplement de les détecter. Donc il va émettre une requête. Donc cette méthode ici, ClassPathScanRequest, va permettre au plugin d'émettre une requête de scan de classes annotées par service. Et ensuite, il va les récupérer ici, dans la phase d'initialisation. Donc tout ce qu'il fait simplement, c'est de les stocker pour ensuite créer un module Juice avec ça. Donc il y a des plugins bien plus complexes qui vont prendre en charge différentes technologies, mais le principe c'est vraiment ça, c'est j'émets des requêtes de scan, par exemple je veux les classes scannées par @entity pour JPA, ou je veux les classes annotées par @pass pour les ressources JAX-RS, et vous allez pouvoir les récupérer et créer un module Juice qui va pouvoir ensuite être utilisé pour l'injection, placer des intercepteurs d'AOP si vous le souhaitez, faire des choses, initialiser des sous-systèmes, etc. Donc tout ça, ça se fait à partir d'un plugin et en fait on en a, je sais pas, une trentaine de plugins comme ça dans la stack et on peut en ajouter autant qu'on veut dès qu'on veut rajouter une technologie. Donc on a construit à partir de ça le cœur du framework Java qui contient le kernel lui-même et des features de base, donc le démarrage et l'arrêt, donc la gestion du cycle de vie, la configuration, l'inversion de contrôle, les commandes de service, les diagnostics, etc. Donc ça c'était la partie cœur. Et ensuite on a scalé. Donc on a créé un ensemble de plugins et de modules qui les contiennent, qui traitent les différents aspects d'une application chez PSA, mais aussi partout ailleurs. D'ailleurs, c'est des concerns qui sont assez répandus. Par exemple des plugins pour le test, pour la sécurité, les transactions,
les ressources REST, les métriques et la santé de l'application, la partie web servlet et ce genre de choses. Donc tout ça en fait c'est des plugins d'intégration, parce que ce qu'il faut voir c'est que c'est un framework d'intégration avant tout. On n'a pas réécrit une implémentation JAX-RS, on n'a pas réécrit une implémentation pour JPA, etc. C'est pas du tout ça. C'est vraiment l'intégration et la détection de ces technos et la configuration automatique de ces technos pour vos applis. Donc en gros, ce que vous avez à la fin, c'est que vous mettez des classes JPA ou des classes JAX-RS dans votre application, vous mettez dans le ClassPass le module de la stack qui va avec, il va automatiquement les reconnaître, automatiquement les exposer, les enregistrer et faire tout ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne. Donc avec cette approche, on a vraiment une facilité d'ajout de nouvelles technos, parce que quand on parle d'ajouter une nouvelle techno, par exemple un support de persistance MongoDB ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui va de l'ordre de quelques heures à quelques jours maximum à faire. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'être super agile pour intégrer des technos et faire évoluer nos applications et notre stack technologique chez PSA. Donc au cours de ces 2 années, on a développé un certain nombre de plugins et on a couvert à peu près tous les besoins en appli web classique de PSA. Donc on en rajoute de temps en temps au fur et à mesure que les technos arrivent et évoluent. Et on a 50 projets aujourd'hui qui utilisent cette stack chez PSA sur 2 ans et qui sont plutôt satisfaits. Donc un volume déjà assez important. Donc ces projets-là, ils sont principalement sur des versions récentes, mais pas toujours sur la version open source qui a été open sourcée récemment. Mais ils sont en phase de migration vers cette version. Donc ça, c'était pour la partie Java. Donc on a une partie web qui est un peu le pendant de la partie Java, mais qui est bien sûr basée sur du JavaScript et sur quelques frameworks populaires dans le monde du JavaScript. Donc cette architecture va venir rajouter dans l'appli web le même type de modularité. Vous allez vous retrouver avec un loader qui va être capable de charger différents fragments d'application. Un fragment d'application, c'est quelque chose qui va contenir par exemple des bundles d'internationalisation, des modules JavaScript, des feuilles de style et des choses comme ça. Donc ça va être un fragment, un périmètre fonctionnel par exemple, ou une fonctionnalité technique que vous isolez, que vous décrivez par un manifeste JSON. Et le loader, lui, il est capable de composer, de créer une app à partir de tous ces fragments. Donc en gros, ça peut vous dire qu'avec une ligne de JSON, vous allez ajouter une fonctionnalité comme un composant graphique ou des choses comme ça à une application. Donc ça permet de faire des web apps qui sont assez composables, enfin très composables je dirais même, et qui permettent aux gens de réutiliser des composants entre applications. Donc ça c'est vraiment important. On voit que les gens ils vont vraiment plugger des choses que souvent nous on fait, mais qu'eux peuvent aussi designer et partager dans leur application. Donc à la fin on a une single page application qui est construite. Donc on a un exemple de fragment ici. Donc un fragment c'est un JSON qui est assez libre. Le seul point qui est nécessaire ici, c'est d'avoir un ID qui doit être unique dans l'application qui l'utilise. Mais vous allez ensuite avoir différentes sections. Vous voyez une section module, I18N, route, qui vont pouvoir être décrites ici et qui vont en fait pouvoir être comprises par les modules de l'application. Donc par exemple, il y a ici ce module user. Il pourrait très bien avoir l'opportunité, il aura l'opportunité dans le cycle d'initialisation de pouvoir explorer le manifeste pour trouver des sections qui l'intéressent. Donc en l'occurrence, lui, c'est un module final, il ne va pas faire grand-chose, mais par exemple, le module du framework qui gère l'internationalisation, lui, il va chercher les sections I18N dans les manifestes. Et dans tous les manifestes, s'il trouve des bundles de clés d'internationalisation, il va les charger. Vous allez avoir le module application qui est au cœur du framework qui va s'occuper de faire des mappings de route entre l'URL et une vue, par exemple. Donc tout ça, en fait, ça va être... vous allez avoir quelque chose de segmenté dans les différents fragments, mais qui va être mergé et rassemblé au démarrage automatiquement par le loader. Voilà. Donc ce framework, il est basé sur 2 librairies populaires au niveau du développement web, donc AngularJS et RequireJS. Donc en fait c'est une combinaison des deux frameworks qui vont permettre de créer une application complète avec ce mécanisme de chargement par fragment.
Donc à cela, on ajoute un certain nombre de fonctionnalités d'entreprise un peu avancées qui vont servir à traiter, on le voyait, l'internationalisation, des aspects on va dire d'adaptation de l'affichage en fonction du modèle de sécurité. Par exemple, un bouton de suppression, vous allez pouvoir le cacher en fonction d'un modèle de sécurité qui va pouvoir provenir du back-end, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est des features qui sont dans la stack, qui fonctionnent donc out of the box. Par contre, derrière, vous allez pouvoir plugger aussi vos propres modules. On fournit également donc le support de plusieurs frameworks CSS, donc en l'occurrence Bootstrap 3 principalement, mais on a aussi au début on a eu Bootstrap 2 et on a un support récent de Angular Material qui permet de faire du material design avec Angular, et un support des thèmes, donc des thèmes graphiques qui sont aussi des fragments en fait, qui sont indépendants. Donc on a deux thèmes open source, un thème tout basique et un thème un peu plus riche qui permet de faire des applications, on va dire, de gestion, et des thèmes propriétaires PSA qui traitent un peu les chartes graphiques qu'on a en interne. Donc la dernière partie, qui est la partie business, qui est très importante pour nos projets, permet de cadrer en fait les développements métiers en leur proposant des briques de base qui vont leur permettre de développer suivant la méthodologie du DDD. Donc là, on traite plutôt l'aspect tactique du DDD, c'est-à-dire qu'on a des briques de type repository, factory, etc. Mais on accompagne ça d'une méthode, on accompagne les projets avec une aide au design et au DDD stratégique, on va dire, en les aidant à concevoir et à créer leur projet. Donc en fait, ce framework métier, lui, il est optionnel, mais nous, on l'utilise sur l'intégralité des projets PSA. Il a un niveau d'implication variable, entre guillemets, c'est-à-dire que vous pouvez choisir soit d'utiliser uniquement les annotations, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser des POJO et avoir juste de l'injection et reconnaître juste vos classes, faire reconnaître vos classes par le framework. Mais vous pouvez aller plus loin et décider d'implémenter les interfaces du framework. Donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir accès à de l'automatisation, telle que du mapping automatique entre les DTO et les classes du domaine, avoir des comportements plus avancés. Et enfin, vous pouvez aller encore plus loin et étendre des classes de base qu'on fournit, qui vont là amener des comportements de référence comme des equals et des hashcodes qui sont adaptés à la situation. Est-ce que c'est une entité, est-ce que c'est un value object, etc. Donc vous allez avoir des comportements un peu plus concrets dans ces classes de base. Donc en fait, plus on descend, plus on a un niveau d'adhérence au framework qui est élevé, mais plus ça va vite. Donc ça, c'est un choix qui est à faire. Chez PSA, on utilise tous le niveau le plus bas, puisqu'on n'a pas ce... On assume cette adhérence au framework parce que c'est un choix qu'on a fait, et donc ça nous permet d'aller plus vite. Donc vous avez un certain nombre de blocs de construction, je vous le disais, qui vont un peu être le miroir des supports, des patterns du DDD, donc comme les entités, value object, agrégat, factory, repo, service, etc. Vous allez avoir aussi quelques building blocks qui vont un peu au-delà, en fait, qui permettent par exemple de faire l'assemblage entre donc un DTO et des classes du domaine, ou des finders qui sont plus issus de l'architecture CQRS pour aller chercher des données de façon optimisée dans un read model par exemple. Donc ça, c'est fourni, et donc c'est soit ce que je vous disais, des annotations à appliquer, soit des interfaces à implémenter, soit des classes à étendre en fonction de ce que vous souhaitez. Donc vous avez un certain nombre de fonctionnalités qui sont issues de tous ces blocs de construction, donc c'est-à-dire une sémantique DDD que vous allez pouvoir appliquer à votre métier, et qui va vous fournir de l'injection, c'est-à-dire que vous allez pouvoir injecter un service dans un autre, un repo dans un service, etc. Vous allez pouvoir faire ce dont vous avez besoin pour votre métier. Vous avez également des implémentations par défaut qui sont faciles à utiliser, par exemple un repository JPA par défaut qui va vous faire du CRUD, un repository MongoDB par défaut, des choses comme ça en fait, où vous n'avez rien à faire, en fait, vous n'avez même pas à implémenter, rien du tout. Vous injectez quelque chose, une interface générique du framework, et directement une implémentation par défaut vous est fournie. Ce qui est intéressant, c'est que ces implémentations par défaut, elles vous permettent ensuite d'évoluer et de rajouter vos propres comportements custom par la suite. Elles ne vous bloquent pas à un niveau basique de fonctionnalité.
Vous avez aussi des fonctionnalités de mapping entre les DTO et le domaine qui sont assez intelligentes, basées sur Model Mapper par exemple. Et donc tout ça, c'est en fait c'est directement fourni par le framework. Donc tout ce qu'on voit ici, en fait, c'est à la fois une glue globale entre tous les éléments et l'utilisation de librairies open source pour fournir tous ces services. Par exemple, je parlais du domaine mapping avec les DTO. Ben là, on a par exemple la librairie open source Model Mapper qui entre en jeu. Tout à l'heure, on parlait de Juice, etc. Donc vous avez vraiment un grand nombre de librairies qui sont agrégées et intégrées, pré-intégrées, on va dire, pour vous, pour faire une app. Donc là, ici, on a un exemple de code métier. Bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus, d'autant plus qu'il est petit. Il reste 5 minutes, j'ai presque fini. Mais ici, vous avez un code métier typique d'un service qui va utiliser un repository et injecter, par exemple, une policy pour pouvoir calculer un bonus. Donc, vous allez avoir ce genre de code pour votre métier et vous allez pouvoir donc utiliser automatiquement des repositories ici par injection, ici, là. Qui sont automatiquement créés, vous n'avez pas à les coder, etc. Et ensuite, par la suite, vous pourrez rajouter vos propres comportements custom si vous le souhaitez et faire évoluer ce point de départ, on va dire. Donc cet exemple, on peut le retrouver avec des tests unitaires et des tests d'intégration dans le repo d'exemple dont je vous parlais tout à l'heure pour essayer de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Donc cette stack, au-delà des 3 éléments qu'on vient de voir, donc Java, Web et Business, propose aussi un grand nombre d'add-ons, puisqu'en fait tout ça c'est pas des choses, enfin il faut aller un peu plus loin, et c'est-à-dire fournir des supports technologiques spécifiques pour les différents cas d'usage, les différentes applis chez PSA. Et donc nous avons développé un certain nombre d'add-ons, donc on en a une vingtaine. Vous voyez, vous avez des add-ons avec des fonctionnalités, on va dire, plutôt comme l'audit par exemple, qui va vous permettre d'auditer votre code métier automatiquement, ou des supports purement produits comme Elasticsearch ou MongoDB, etc. Et un grand nombre de supports de standards Java, de JSR comme JMS, JPA, JDBC, JCache, JavaMail, etc. Donc on a un grand nombre de supports standards et aussi des supports un peu plus ou moins spécifiques aux différents produits et aux technologies dont on a besoin. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est extensible. On peut facilement ajouter des add-ons, il y a des explications sur comment les faire, on peut s'inspirer des add-ons existants pour faire les siens. Et par exemple, chez PSA, on utilise 3 add-ons propriétaires uniquement sur cette stack, des choses qu'on n'a pas pu open sourcer, comme par exemple un add-on pour la sécurité ou des différentes choses comme ça. Donc pour finir, je dirais que ça fait beaucoup d'add-ons et beaucoup de modules. Donc un des problèmes, c'est de gérer ça, cette variété, on va dire, et ce grand nombre d'add-ons pour les projets. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des distributions, un peu comme des distributions Linux, mais toute proportion gardée, hein, on n'a qu'une 50aine de modules dedans, c'est beaucoup plus raisonnable, et où on va packager l'ensemble de ces modules. Donc ça peut prendre différentes formes, mais comme on utilise Maven principalement, la forme principale, c'est un Dependency Management Maven qui va vous permettre en fait d'avoir les versions qui vont ensemble automatiquement et de simplement aller piocher les composants dont vous avez besoin sans vous soucier des versions. Vous allez également avoir sur cette distribution des projets, des archétypes Maven qui vont vous servir à démarrer rapidement des projets types avec des squelettes qui fonctionnent out of the box, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous, on fournit une distribution de référence 3 fois par an, mais PSA, par exemple, a sa propre distribution avec ses propres contraintes internes qui ne sont pas dans la distribution de référence. Et chaque organisation peut faire sa propre distribution qui correspond à ses besoins. Donc voilà, on fait 3 distributions de référence par an et on vient de sortir la dernière version, donc la 15.11. C'est un pattern année point mois. Donc la version de novembre vient de sortir en milestone 1, là, elle sera en finale à la fin du mois. Non, oui, ça c'est. On a fait la version de 2015 à l'instant, et ça c'est les 3 prochaines de l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, que c'était pas trop riche, et je vous remercie de votre attention en tout cas. Oui. Alors c'est quelque chose qu'on a open sourcé en juillet, donc c'est assez récent. On a des contributions
qui ne sont pas de l'équipe de la stack, mais qui sont en général des utilisateurs. Donc c'est des internes qui auparavant ne pouvaient pas contribuer du tout, enfin c'était trop compliqué. Et là, sur GitHub, ils peuvent faire des pull requests, donc on en a eu quelques-unes, mais c'est quelque chose qui commence seulement. Donc, vous aviez une autre stack avant avant, on avait en fait un guide d'utilisation de Spring, on va dire, et quelques classes de base basées dessus, mais assez anciennes. Et vous allez tenir longtemps là-dessus? Alors, on voit qu'effectivement, on peut facilement, enfin, on peut tenir assez bien dans la mesure où ajouter et transformer les technologies qui sont déjà dedans, en fait, c'est assez facile. Le fait qu'on ait autant de modules et qu'on ait des modules qui fassent qu'une seule chose, ça permet un découplage vraiment fort, on a des interfaces très claires entre chacun, etc. C'est très évolutif. Entre nous dans 5 ans. Ouais. Entre nous. Ouais. Dans 5 ans. Ouais. C'est mort ou ça existe encore? Non, je pense que ça existera encore. Là, on est parti pour. C'est la cible des projets PSA. Il y a 50 projets qui sont basés dessus. C'est des projets qui ont des cycles de vie au minimum de 5 à 10, 15 ans. Et donc, de toute façon, l'effort va être continu. Et c'est quelque chose. Donc, on espère créer aussi une adhésion parce qu'en fait, ce qu'on a fait là, c'est on a sorti une stack qui n'est pas spécifique à l'entreprise. Elle est vraiment. On peut la réutiliser dans des entreprises qui ont des problématiques similaires, qui ont un grand nombre d'applications web, qui ont ces problématiques d'échelle et d'industrialisation. Parce que là, c'est quand même des choses qui sont assez fortement industrialisées et production ready, bien sûr. Donc à mon avis, c'est parti pour durer. Et je pense qu'elle peut aussi facilement résister à l'avance technologique et aux évolutions par sa modularité. Vous avez prévu de pouvoir faire des composants qui se déploient en OSGI sur des bus, par exemple? Pourquoi pas? Parce qu'effectivement, alors on a évalué le modèle OSGI il y a quelques années avant de faire ça, justement, pour voir si ça nous permettrait de faire quelque chose. Et effectivement, on avait jugé que c'était un peu trop complexe pour nos développeurs et pour le mettre en place à l'échelle de l'entreprise. Mais on a des modules qui sont exactement équivalents à des bundles OSGI. En fait, il suffirait de leur mettre un manifeste OSGI qui va bien, et puis c'est bon, on a des interfaces, on a des packages d'interfaces d'API, des packages internals d'implémentation, enfin tout est adaptable à ce niveau-là. Vous l'avez licencié sous quel Alors c'est sous Mozilla Public License 2, donc c'est une MPL 2. Chez un éditeur logiciel, c'est assez courant maintenant de mettre du code en open source. C'est moins courant chez un fabricant automobile. Oui. Oui. Est-ce que le parcours a été laborieux ou est-ce que finalement ça s'est fait assez rapidement? On ne peut pas vraiment dire laborieux, mais il a fallu convaincre quand même quelques instances et quelques personnes. Mais c'est sûr, en tant que développeur, on voulait aller très vite, on se dit allez, on le met sur GitHub, ça y est, c'est parti. Mais on a vraiment fait les choses quand même progressivement, on a demandé à être accompagné au niveau juridique et au niveau technique aussi pour savoir si c'était pertinent, etc. Donc on a effectué toutes ces étapes, on ne les a pas grillées et donc en 6 mois quand même ça a été fait quand même, donc c'était quand même assez rapide. Au moment où on a démontré que le produit avait de la valeur, que ça faisait gagner tout le monde au niveau de l'entreprise, la question, c'est pas l'équipe qui l'a posée, c'est la DSI qui l'a posée. Oui. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut partager? On peut faire gagner d'autres qui utilisent des stacks qui ne sont pas de la même richesse. Voilà, donc je pense que... C'est mon responsable. Je Je vous présente. En fait, on a expliqué ce qu'on a fait ce matin au gouvernement. C'est quelque chose qu'on a construit, ça nous a fallu un certain temps. C'est pas évident, mais ça a été assez naturel. Une bonne maturité de la DSI, de toute façon, des interventions, une bonne maturité de la DSI sur l'OpenStack, sur l'open source déjà. Oui, mais je pense qu'il fallait aussi le faire et vraiment le produit tel qu'il était à la fin de l'année 2014 et tel qu'il a été open sourcé, c'est pas le même en fait. Même si tout avait été modularisé et était bien préparé, il a fallu renommer les packages, adopter le nouveau système
enfin de passer sur GitHub, avoir de l'intégration continue sur Travis par exemple, des choses comme ça. Donc il y a eu quand même beaucoup de travail technique et pas seulement du coup l'idée de le faire ou l'envie de le faire. Et il y a eu pas mal de choses. Une connaissance de projet chez PSA. Dès 2007, il y a eu des contributions en open source chez PSA. Oui, il y a quand même une volonté et un historique de faire ce genre de choses. C'est combien d'utilisateurs en interne, ces stacks? Vous avez une idée ou pas? Je dirais entre 120 et 150 utilisateurs, 50 projets. Je suppose. Ouais. Il y a une cinquantaine de projets qui sont faits quand je dis projet, ce n'est pas des projets de 30 jours, mais plutôt qui sont au niveau de 600 jours, même si ce n'est pas la grandeur. Donc, interface commerce production, facturation, ce sont des grands programmes. Ouais, il y a des projets de plusieurs années qui sont bâtis dessus, donc qui ont démarré déjà il y a quelques temps et qui sont partis avec des versions préliminaires au début et qui ont suivi. Et on a des projets plus petits aussi et des projets qui veulent l'utiliser par exemple pour pour par exemple créer des interfaces mobiles embarquées en usine par exemple. Enfin c'est assez varié quoi, puisqu'il y a tout un tas de métiers dans l'entreprise qui utilisent la même stack. Donc cette modularité qu'on propose, elle leur permet quand même de bien adapter la solution à chacun des besoins en réutilisant ce qui est réutilisable, mais pas en réutilisant des trucs qui leur serviraient à rien, parce que souvent c'était tout ou rien un peu le côté réutilisable. Et là c'est vraiment à la carte et ça c'est un gros plus. Ce que j'ai entendu, c'est qu'aussi pour vous-même, le fait d'aller mettre en open source le produit, ça vous a un peu structuré sur mettre au propre le framework, la solution pour la partager et même ouvrir les contributions en interne. Oui. Par d'autres équipes au sein de PSA, ça a facilité Oui. Alors, GitHub ou ça c'est principalement GitHub. Alors on avait une structuration déjà à l'époque. Hein. On utilisait SVN par exemple, on avait des technologies plus anciennes, mais on avait des feature branches, on avait quand même vraiment bien structuré la façon dont on travaillait et on a juste été encore plus efficace et on s'est amélioré et on a aussi, on va dire, simplifié la façon de faire. Des fois on utilisait trop d'outils ou trop on va dire de règles. Là, en fait, on s'est mappé sur le modèle open source classique, enfin d'un projet GitHub, on va dire, pas open source général, mais d'un projet GitHub, des pull requests, une intégration continue au commit, et ça va tout seul, quoi. Donc, on a des contributions, effectivement, de personnes qui ne pouvaient pas contribuer auparavant, puisque les SVN sont assez compartimentés. On ne va pas dire je vais te donner le droit et puis après je te l'enlève, etc. Là, c'est beaucoup plus collaboratif. On avait déjà aussi une intégration continue et tout ça, c'est juste qu'il a fallu en fait passer à d'autres outils et d'autres façons de travailler un petit peu. Voilà, donc les contributions sont les bienvenues. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour sur le site, il y a des petites présentations et des choses comme ça. Et des façons de tester le projet. Vous pouvez créer un projet par exemple en quelques secondes avec un archétype Maven. Si vous avez Maven d'installer, c'est assez facile. Donc n'hésitez pas. Il y a un quick start. Il y a un quick start, il y a même une ligne de commande qu'il faut copier-coller sur la page d'accueil et tout de suite il y a un GIF animé pour voir la création d'un projet. Enfin, on a fait quelques efforts. On a beaucoup travaillé sur la documentation aussi. Depuis qu'on est en open source, on essaye de rendre la doc plus pédagogique et travailler un peu sur cet aspect-là, parce que des fois, c'est pas toujours une priorité sur les projets internes. Et là, le projet entre sa version interne en termes de doc, par exemple, il est transformé par rapport à ce qu'on a connu, quoi. Donc, je pense que vous comprendrez de quoi il retourne si vous y allez et que vous testez. Merci beaucoup. Merci à vous.